Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et comme d'habitude, nous allons commencer cette édition d'aujourd'hui, le lundi 19 octobre 2020, avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Mais après cette petite pause. Et commençons la tournée de la presse avec la RFI qui titre présidentielle en Guinée, Alpha Condé, portrait d'un animal politique. À 82 ans, l'actuel chef de l'État se présente à l'élection présidentielle de ce 18 octobre pour briguer un troisième mandat suite à l'adoption controversée d'une nouvelle constitution en mars dernier. D'opposants historiques au président Sékou Touré, puis Lassana Conté, à présent à la République de Guinée, retour sur le parcours d'un homme aux multiples facettes, parfois contradictoires. Et on enchaîne avec BBC.com. En Côte d'Ivoire, la campagne présidentielle est en cours dans un contexte de tension dans le pays. Samedi, la maison Pascal Affi N'Guessan, leader de l'opposition et candidat à la présidentielle, a été incendié par des inconnus dans sa ville natale de Bongouano. Son service de communication a confirmé l'incident. Monsieur N'Guessan et d'autres leaders de l'opposition ont réitéré leur appel à la désobéissance civile pour protester contre le troisième mandat de l'actuel président Alassane Ouattara. Et on continue avec la radio et télévision ivoirienne RTI. Mali, le mouvement de l'influent imam Dicko, prêt à accompagner la transition. Les partisans de l'influent imam conservateur Mahmoud Dicko ont apporté samedi leur soutien à la transition mise en place au Mali après le putsch du mois d'août, se disant prêts à participer à l'organe qui fera figure d'Assemblée nationale jusqu'au retour des civils au pouvoir prévu d'ici début 2022. Et enchaînons avec Journal de Montréal. L'Afrique du Sud passe le cap des 700 000 cas de Covid-19. L'Afrique du Sud, pays africain le plus touché par la pandémie, a passé vendredi le cap des 700 000 cas de nouveau coronavirus, selon des chiffres officiels. Le pays a enregistré 2019 nouveaux cas vendredi, portant leur nombre total à 700 203 selon les statistiques du ministère de la Santé. Le nombre de décès s'élève à 18 370. C'était donc l'appel à la prière et retournons avec le Nigeria. Au Nigeria, des terroristes liés à l'organisation Daesh ont tué 14 soldats nigériens dans une attaque vendredi contre une base militaire dans le nord-est du pays. Plusieurs soldats sont également portés disparus. Dalia Karam nous donne plus de détails. Deux sources qui ont requis l'anonymat ont indiqué à l'AFP que des combattants du groupe Daesh en Afrique de l'Ouest, ISWAP, avaient attaqué vendredi la base militaire de Jacana avec des mitrailleuses et des lance-grenades, une offensive suivie d'intenses combats. 14 soldats ont été tués dans la bataille, dont l'officier en charge et un autre officier, a affirmé une de ses sources. Plusieurs soldats sont portés disparus, a précisé une seconde source qui a donné un bilan des pertes identiques. 4 camions chargés de mitrailleuses ont été dérobés lors de l'attaque. Jacana se situe à 25 km de Maiduguri, la capitale de l'état de Borno, épicentre de l'insurrection terroriste au Nigeria. Elle est à l'intersection d'une route stratégique pour les combattants d'ISWAP, reliant leur camp dans la forêt de Benishek et leur repère de Boni Yadi dans la région de Yop. Le village et la base militaire qui y est installée ont été la cible de nombreuses attaques du groupe issu d'une scission de Boko Haram. L'armée nigériane a entamé lundi dernier une vaste opération de ratissage dans une zone comprenant Jacana.
L'insurrection terroriste s'est développée dans le nord-est du Nigeria à partir de 2009 avant de se propager dans les pays voisins au Cameroun, au Niger et au Tchad. Depuis cette date, plus de 36 000 personnes, principalement au Nigeria, ont été tuées et 3 millions ont dû fuir leur domicile selon l'ONU. Plus à l'ouest, 3 villageois ont été tués et 5 enfants de 3 à 15 ans enlevés par des combattants de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. L'attaque s'est déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi dans le village d'Oudal à 6 km de la frontière avec le Nigeria, a affirmé samedi le maire de Mayo Moskota, une bourgade à laquelle est rattaché Oudal. Nous avons le plaisir d'avoir actuellement avec nous en ligne Dr Kamel Gadalla, professeur à l'Université de l'Azhar. Bonjour Dr Gadalla. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, l'Observatoire de l'Azhar de la lutte contre l'extrémisme soulignait l'importance de plusieurs sujets survenus ces derniers jours, dont l'augmentation des taux des opérations terroristes perpétrées en Afrique au cours du mois de septembre dernier. Selon l'Observatoire, 85 attentats ont fait 346 tués et plus que 200 blessés. Alors, des appels de l'Azhar sont toujours des cris alarmants qui visent à éviter la recrudescence des activités terroristes. Croyez-vous que ces cris de l'Azhar auront un écho dans le continent africain? Oui, premièrement, l'Azhar joue un rôle très très important en Afrique et il est construit comme l'autorité religieuse, l'unique presque, l'unique autorité religieuse dans de tous les continents noirs, parce qu'il y a toujours des étudiants qui viennent à l'Azhar, des boursiers, pour faire leurs études islamiques à l'enceinte de l'université de l'Azhar. Et ensuite, il y a aussi des émissaires, des missionnaires en fait de l'Azhar dans tous les pays d'Afrique, que ce soit des instituteurs de langue arabe, de religion, soit des prédicateurs. Donc, c'est très très important en fait que l'Azhar effectue de telles statistiques ou bien de telles études tout à fait sérieuses qui font, si vous voulez, la mise en valeur de tout ce qui se passe en Afrique. Mais il faut mettre l'accent sur le fait que l'Égypte et surtout l'Azhar a besoin d'autres possibilités ou d'autres soutiens, surtout financiers, pour être en mesure d'envoyer plus de prédicateurs, plus de professeurs, plus d'instituteurs dans le continent d'Afrique pour propager la méthode modérée de juste milieu de l'Azhar. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre ce que l'Azhar a publié juste hier. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi que l'Azhar pourrait organiser, si vous voulez, des stages pour le nouveau prédicateur africain, pour qu'il soit très bien au courant des actualités et comment y faire face pour que l'islam reste toujours compatible à la vie, pas africaine, mais grosso modo à la vie mondiale. Donc, à la lumière, tout ce que se passe, toutes les survenues actuelles dans tout le monde et les défis, les enjeux auxquels il faut faire face. Donc, il faut être toujours en mesure d'organiser de tels stages, d'envoyer plusieurs missionnaires et d'avoir aussi un grand poids qui pourrait faire la balance ou bien l'équilibre avec les autres activités qui ne sont pas sur la bonne voie. Par exemple, le groupe terroriste sont devenus actuellement grandes puissances de grande valeur. Ils ont presque tous les moyens, médias, prêcheurs, partisans, et aussi des possibilités financières. Donc, pour qu'on puisse être à la hauteur de la lutte contre de tels groupes terroristes et ces idées tout à fait erronées, il faut aussi avoir toutes les possibilités disponibles et indispensables pour arriver en fin de compte à faire quelque chose de très très positif et de très profitable aussi bien pour le monde musulman que le monde entier. Oui, docteur Kamel Gadalla, veuillez nous jeter également la lumière sur les autres efforts déployés par l'Azhar afin d'éradiquer le terrorisme de l'Afrique.
Oui, pour les autres activités, nous avons par exemple, comme vous venez de le citer, l'Observatoire de l'Azhar pour la lutte contre le terrorisme. Nous avons aussi le Centre de la traduction de l'Azhar qui œuvre actuellement pour propager l'islam modéré. Par exemple, nous venons d'effectuer une traduction tout à fait rectificative de sens du Coran en plusieurs langues, dans le français, par exemple. À ce comité, j'étais membre pour presque 2 ou bien 3 ans pour effectuer ce travail. Nous entendons maintenant de faire une traduction d'une des exégèses coraniques le plus célèbre, le plus correct, le plus profonde, le plus à la mode, le plus moderne aussi. Il s'agit de Tahrir wa Tanwir de Tahir ibn Ashur du XXe siècle. Donc, cette exégèse qui est tout à fait répandue dans le monde entier, mais très, très éclairée, très, très, en fait, illuminée et très à la mode. Donc, on cherche toujours à publier des ouvrages qui vont à l'intérêt de l'islam, par exemple, comme la philosophie de la guerre en islam, parce que maintenant, on dit que l'islam, c'est la religion de la guerre, de djihad, je ne sais pas quoi, même le califat, etc. Donc, nous avons, moi, personnellement, j'ai traduit un livre intitulé La philosophie de la guerre en islam de Cheikh Mohammed Abou Zohra, donc pour bien éclaircir qu'est-ce que ça veut dire l'islam et en quel cas il faut faire la guerre. Et la guerre est toujours défensive. Il n'y a pas ce qu'on peut appeler la guerre anticipatoire, mais anticipative, mais c'est la guerre défensive toujours. Donc on a œuvré pour bien corriger pas mal des idées erronées. Nous avons aussi le conseil du sage musulman, présidé par le grand imam de l'Azhar, qui cherche toujours à faire face à toutes les idées erronées dans le monde entier. Il y a aussi cette coopération entre l'Azhar et le Vatican. Pour la paix mondiale, il y a toujours le message tout à fait rendu dans le monde entier que l'islam, c'est la religion de la tolérance, de la paix et de, si vous voulez, la sécurité mondiale. Donc, on cherche toujours à créer d'autres organes et services de l'Azhar qui ont un caractère tout à fait universel et mondial. Bien sûr, l'Azhar déploie d'énormes efforts pour combattre le terrorisme ailleurs dans le monde entier. Nous vous remercions infiniment, Dr Kamel Gadallah, professeur à l'Université de l'Azhar. Merci. Et enchaînons cette édition avec la coopération sino-africaine contre le coronavirus. Alors, des ambassadeurs et diplomates de 50 pays africains se sont rendus jeudi dernier, le 15 octobre, en Chine. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sino-africaine dans la lutte contre le Covid-19 et construire une communauté sanitaire sino-africaine. Les détails avec Dalia Karam. Approfondir la coopération dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 et construire une communauté sanitaire sino-africaine. Tel est l'objectif de la visite d'ambassadeurs et diplomates de 50 pays africains en Chine ce jeudi 15 octobre. L'ambassadeur de Sierra Leone, Mbanyamba, ne tarissait pas d'éloges sur les possibilités de la coopération entre la Chine et l'Afrique, estimant que cette coopération peut aider l'Afrique. James Kimonyo, ambassadeur du Rwanda en Chine, était pour sa part très impressionné par le bilan de Sinopharm. Il a jugé rassurant de voir l'ampleur des installations et l'expertise que cette filiale de Sinopharm a accumulée au fil du temps en développant des vaccins contre la polio, la fièvre jaune, la variole et de nombreuses autres maladies qui ont été traitées ou prévenues grâce à eux. Il a dit que c'était donc une révélation rassurante pour eux et qu'il espérait qu'ils auraient bientôt des vaccins. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement chinois a distribué plus de 400 tonnes de fournitures médicales à l'Afrique. Près de 200 experts ont également formé plus de 20 000 membres du personnel médical africain. Lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le Covid-19 tenu en visioconférence le 17 juin, le président chinois Xi Jinping a affirmé la détermination de son pays à se joindre à l'Afrique contre la pandémie du Covid dans la lutte contre le virus. Il a exprimé
L'engagement du pays à promouvoir une amitié sino-africaine inébranlable et à exhorter au multilatéralisme. En mai, lors de l'ouverture de la 73e Assemblée générale de la santé, le président Xi Jinping a mis en avant le soutien de la Chine à l'Afrique. Lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique, la Chine a donné suite aux mesures annoncées à l'Assemblée en offrant aux pays africains un soutien en matière de fourniture de matériel, d'envoi de groupes d'experts médicaux et de facilitation des achats en Chine du matériel nécessaire. Alors, changeons un peu du sujet avec la France, où le musée des Confluences à Lyon y consacre l'exposition Une Afrique en couleur, une immersion dans une Afrique où la couleur est reine. Shamseneli. Et on se retrouve la semaine prochaine. Actuellement, je vous laisse avec Shamsenemi et ce commentaire concernant l'Afrique en couleur. Voyons ensemble. Au revoir. L'art africain, traditionnel ou contemporain, est imprégné de couleurs. Le pigment devient au fil des siècles un élément essentiel de l'expression artistique. En France, le musée des Confluences à Lyon y consacre l'exposition Une Afrique en couleurs, une immersion dans une Afrique où la couleur est règne. Il y a une utilisation très ancienne des perles avec des fabrications locales et des importations au départ d'Égypte et d'Inde. Puis est venu le commerce avec l'Europe. La parure était vraiment une forme d'art à part entière qui permettait d'exprimer le statut des jeunes gens, des femmes à marier et des jeunes hommes ayant été initiés. L'exposition Une Afrique en couleurs vous propose une immersion dans une Afrique où la couleur est reine. Des masques et des statuettes peintes de couleurs vives au textile multicolore qui inspirent les grands couturiers au fil de l'exposition qui se révèle une Afrique aux contours variés. La couleur y a une valeur symbolique, parfois politique et sociale. À l'instar des tenues traditionnelles des patriarches ou encore des sapeurs congolais, le tissu révèle alors en rond un groupe d'appartenance ou un statut. En Afrique, la gamme de couleurs à la disposition des artistes et artisans intègre une multitude de matériaux. Si la palette traditionnelle jouait déjà avec les bleus, les jaunes et les verts, les matériaux importés ont ouvert toujours davantage le champ des possibles. De nombreux matériaux étaient utilisés pour donner de la couleur aux objets, qu'ils soient peints, cousus, frottés, mélangés à des liants ou employés en teinture. Ces matériaux étaient souvent recherchés pour leur valeur symbolique, de véritables chaînes de signification reliées ainsi matière, couleur et contexte culturel. Au cours des 2 derniers siècles, les matériaux d'origine industrielle ont été ajoutés ou encore remplacé peu à peu la plupart des substances naturelles. Les tissus et les cirages, au lieu des ocres, les bâtons de craie en guise d'argile blanche, le plastique à la place des pierres semi-précieuses. La métériothèque de l'exposition rassemble une 50aine des échantillons de matériaux utilisés pour créer la couleur dans les arts africains.